Moncton, au campus de Moncton ainsi qu'au campus d'Edmundston. Lors d'une discussion avec Jennifer Bélanger, professeure d'estampes à l'UMCM, elle me dit qu'alors qu'elle fréquentait la polyvalente Cité des jeunes I Am Somebody d'Edmundston, le professeur de sculpture Jacques Martin, au campus d'Edmundston, avait fait une présentation d'introduction au programme des arts visuels. Puis elle a dit que si ça n'avait pas été de Jacques Martin, elle aurait sûrement fait ses études au Québec, comme la région du Madawaska longe les frontières. Par la suite, j'ai assisté à une formation au Centre des arts d'Edmundston offerte par la APNB et en discutant de mes charges de cours avec Evelyne Galland-Fournier, Maryse Grondin était assise tout près, puis elle me dit que c'est son conjoint Jacques Martin qui enseignait les cours de sculpture. Je dois avouer que ma curiosité pour l'artiste Jacques Martin me fait réaliser que bien que j'étais de retour dans la région du Madawaska, je n'étais pas nécessairement au courant de l'histoire des arts de ma région et que cette partie de l'histoire était absente dans la grande histoire des arts en Acadie. Alors, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce stage de recherche, je me suis premièrement intéressée aux œuvres de la collection permanente. Tout d'abord, en dressant une liste des œuvres qui m'interpellent. Puis par la suite, quand j'ai fait une discussion avec NISC, j'ai manifesté mon désir d'en connaître plus sur les artistes du Madawaska et de cette partie de l'histoire, puis j'ai été encouragée de le faire. Avec les archives de la galerie, j'ai dressé une liste tout d'abord des artistes visuels qui provenaient de la région du Nord-Ouest, puis qui étaient actifs entre les années 60 et 80. J'ai choisi ces années comme les années 60, c'est connu comme étant le début de ce qu'on peut référer de la Renaissance acadienne, remplie de possibilités pour les minorités, les changements, puis c'est le début d'une représentation active sur la scène culturelle au Nouveau-Brunswick pour les communautés francophones et acadiennes. Lors d'un autre projet de stage en commissariat réalisé en 2018-2019 à la Galerie d'art Beaverbrook avec Emma Asensall Purley et Erin Godin, les deux autres membres du collectif 3E, pour le 50e anniversaire de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick. Je m'étais particulièrement intéressée à la politique et tout ce qui découle des années 60. Puis ça m'a fait réaliser comment est-ce que ça a été des moments importants pour les artistes francophones et acadiens de la province. Puis je vois jusqu'aux années 80, comme je vais rester dans des années optimistes que je crois qu'on a tous besoin. Aussi, quelque chose qui a piqué ma curiosité, c'est une mention dans le livre Claude Roussel, sculpteur, coécrit entre autres par Arménégé Chiasson, qui dit que le nord-ouest du Nouveau-Brunswick est terre fertile pour les sculpteurs, que quand on est artiste francophone au Madawaska, on a la liberté de privilégier l'affirmation spatiale, se concentrant plutôt à la sculpture et à la création tridimensionnelle. Bien que je vais vous présenter bon nombre d'artistes sculpteurs, le Madawaska a aussi été actif au niveau du cinéma, entre autres avec la coopérative Cinéma Révis de Rodolphe Caron et un cinéma expérimental avec Louise Bourque, ainsi qu'un art littéraire hors de la scène. J'aimerais aussi mentionner que ma recherche passe par le biais des arts visuels et sera présentée en deux parties. D'abord, historique, les débuts de l'enseignement des arts et la création des institutions. Puis ensuite, la présentation de différentes personnes qui ont été formées ou ont participé à la scène artistique. Les informations qui ont été réunies afin de dresser le portrait de la scène culturelle au Nord-Ouest provient surtout d'entrevues avec les artistes, les travailleurs culturels et historiens. Bien qu'il y ait encore des gens que je n'ai pas encore eu la chance d'interviewer, j'ai dans l'espérance de continuer ma recherche afin d'en faire une publication ou une exposition. J'aimerais aussi profiter pour souligner et remercier les gens qui ont participé jusqu'à maintenant. Donc, un grand merci à Claude Roussel, Suzanne Roussel, Luc Charette, Jacques Martin, Maryse Grondin, Régent Toussaint, Lynne Saint-Onge, Brigitte Clavette, Anne-Marie Sirois, Hélène Daigle, Hélène Pelletier, Vicky Lenz, Christian Michaud, Léopold Cyr, Philippe Volpe, Élisane Laplante,
et Nancy King Schofield. J'aimerais aussi profiter pour remercier l'équipe du Musée acadien et de la Galerie d'art Louise et Rubin-Cohen. Donc, merci à Jeanne-Mance Cormier, René Rouse, Angèle Cormier, Alissa Arsenault, Marcel Leblanc. Merci à François Leblanc et José Thériault du Centre d'études acadiennes. Puis, un merci particulier à Nice Quimbeau. Merci de croire à la relève et de partager ta confiance à tous les niveaux. Vous allez aussi remarquer pendant ma présentation la présence de figures féminines importantes au développement des arts, de la culture et des artistes au Madawaska. J'aimerais aussi mentionner que les visuels de cette présentation proviennent d'archives de Claude Roussel, d'Yvette Bisson, du fond du studio La Porte d'Amélie Les Pinceaux et d'archives de la Galerie d'art Louise Rubin-Cohen. Alors, Claude Roussel, bien connu comme étant le fondateur du département des arts visuels de l'Université de Moncton, ainsi que figure emblématique de leadership pour la collectivité artistique francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Lors de notre discussion, Claude mentionne que si ce n'était pas du docteur Paul Carmel Laporte, ni lui ni moi serions en train d'avoir une conversation. Claude Roussel est né à Edmundston en 1930. À l'époque de son enfance, les médecins devaient se rendre au domicile pour faire les accouchements. Puis c'est en 1944, chez les Roussel, que le docteur Laporte fait connaissance de Claude et de son talent. C'est une sculpture de bois dépeignant une truite sculptée au canif qui impressionne. Afin de former ce jeune talent, on l'inscrit à des cours de taxidermie. Par la suite, Claude Roussel occupe son temps entre la sculpture, la taxidermie et l'école. Le docteur Laporte lui procure des ciseaux, des outils pour la taille directe. Roussel ne suit pas les cours avec docteur Laporte, mais celui-ci lui montre comment aiguiser ses outils ainsi que des façons de faire. Puis ça, c'est des exemples de ce que Claude sculptait quand il était enfant. Donc, Paul Carmel Laporte est né en 1885 à Verchères, au Québec. Après des études en médecine à Montréal qu'il finance en travaillant comme apprenti sculpteur, Laporte est médecin dans la région du Madawaska. Pendant sa carrière, il a aussi été connu comme étant un homme d'affaires, actif, entre autres, comme membre fondateur d'hôpital, de musées, de stations de radio francophones. Il enseigne surtout l'art de façon bénévole pendant 40 ans. Il est considéré comme un des premiers à enseigner les arts visuels au Madawaska. Plusieurs de ses élèves ont eu un impact. Puis ça ici, c'est un exemple du travail du docteur Laporte. Puis ici, c'était où ce qu'il donnait ses cours, qui était dans un sous-sol. Je ne sais pas si c'était chez lui ou... Puis ici aussi. Donc, pendant la guerre, il y avait plusieurs concours, dont des concours de dessin. Puis, c'est à cette occasion que Claude Picard fait découvrir son talent de dessinateur en remportant un prix national lors d'un concours en 1946 pour son aquarelle Robin des Bois. Fait qu'on peut voir ici Claude Picard qui a à peu près 13-14 ans. Donc, Claude Picard est né en 1932 à Saint-Basile. De 1956 à 1959, il fait un voyage d'études en Europe où il se perfectionne à Florence et à Rome. Ses cours sont financés par l'aide du docteur Laporte. Pour la région, il est surtout un des premiers à pouvoir vivre de son art. Ses peintures sont plutôt connues par ses techniques exceptionnelles du style réaliste. Ces visuels représentent souvent des scènes de déportation et des visuels propres à la culture acadienne. La région de Saint-Basile est beaucoup plus proche de la réalité acadienne de l'époque. Claude Picard partage sa passion en enseignant des cours de dessin et de peinture au Collège moyen. Là, c'est des exemples de... Donc, avec Claude Roussel en sculpture et Claude Picard en peinture, Dr Laporte, par l'entremise des clubs sociaux tels les clubs Lyon et les Richelieu, trouve le financement nécessaire pour encourager les activités artistiques
de ces deux prodiges. Après sa graduation, Claude Roussel entre à l'emploi à l'usine Fraser d'Edmundston comme office boy. En 1950, c'est un des dirigeants de cette compagnie qui conduit Claude Roussel à Montréal afin qu'il puisse présenter son travail sculptural à l'École des beaux-arts dans l'espoir d'une admission. Dr Laporte s'efforce de trouver le financement nécessaire afin de permettre à Roussel de poursuivre une formation en beaux-arts. L'influence des automatistes et de leur manifeste refus global signé en 1948 fait en sorte que l'éducation artistique de Roussel s'ouvre vers d'autres possibilités visuelles, techniques et plastiques. Après ses études, Roussel revient vivre à Edmundston dans l'espoir de pouvoir poursuivre sa carrière et de fonder une famille. Il enseigne donc les arts dans toutes les écoles publiques, de la première à la 6e année et ensuite de la 10e à la 12e année. Selon lui, c'était une expérience formidable, puis il aurait pu continuer à faire ça tout le reste de sa vie. Mais une chamaille aux commissions scolaires fait en sorte que les arts, la musique et l'éducation physique sont enlevés des curriculums d'apprentissage. L'artiste Luc Charette dit avoir été enseigné pour la seule et unique année, première année par Claude Roussel, pour finalement retrouver les cours d'art seulement au Collège Saint-Louis en 12e année. Le manque d'éducation artistique au niveau scolaire est malheureusement toujours le même aujourd'hui. Après la perte de son emploi, Claude Roussel regarde plusieurs options, dont certaines est de retourner au Québec. Comme l'ouverture de l'art moderne présentée à l'École des beaux-arts transforme la façon de faire de Roussel, l'option de devenir artiste en résidence au Collège Saint-Louis et donc hors des espérances, comme les érudits préfèrent de loin les œuvres de Claude Picard. C'est donc Lord Beaverbrook qui garde Claude Roussel au Nouveau-Brunswick en l'embauchant comme conservateur à la Galerie d'art. Après un premier échange de correspondance en 1957 et à sa nomination en 1958, Lord Beaverbrook annonce que « Je crois que le jeune Roussel va établir un lien avec la culture acadienne et en même temps donner aux artistes canadiens-français ce sentiment réel qu'ils sont aussi chez eux. » À l'époque, il faut comprendre qu'à part qu'est-ce qui se passe au côté anglophone, il n'y a pas beaucoup de représentation francophone sur la scène culturelle, mis à part qu'est-ce qui se passe là, au Madawaska. Puis ça permet à Claude Roussel et Claude Picard de se faire connaître aux côtés des anglophones. Puis, point de vue de langue, il faudrait aussi mentionner que la réalité linguistique n'est pas la même dans la région du Nord-Ouest que, par exemple, dans la région du Sud-Est. Il y a beaucoup moins de tensions linguistiques, bien que ça affecte plus la région du Madawaska-Maine. Vers la fin des années 50, Claude Roussel rencontre le père Clément Cormier. C'est le début de l'époque Louis Robichaud et de la construction de l'institution Université de Moncton. Ils discutent de la possibilité d'artistes en résidence, comme le programme est déjà établi et fonctionnel à la University of New Brunswick. Entre-temps, le Conseil des arts offre du financement, puis Claude mentionne à père Clément Cormier que s'il fait une demande puis que le résultat est positif, ben, il quittera son emploi à la Beaverbrook pour s'établir à Moncton. Puis c'est comme ça que prend vie en 1963 le département des arts visuels de l'Université de Moncton, permettant à plusieurs générations d'artistes de partager leur voix visuelle. Au Madawaska, il existe deux institutions académiques présentes dès les années 40, soit le Collège Saint-Louis pour garçons et le Collège Maillet pour les filles. Avec les changements de fin 50, début 60, sous le gouvernement de Louis Robichaud et des programmes de réforme sociale comme le Chance égale pour tous, l'enjeu d'intérêt pour la région, c'est le destin des deux collèges. Quand on crée l'Université de Moncton, les différentes institutions, que ce soit les collèges de Bathurst, Shippagan, Edmundston, vont être affectés. Sans nécessairement connaître l'impact à long terme des changements, ça reste que c'est un débat autour du destin des institutions. Donc, le Collège Saint-Louis et le Collège Maillet sont finalement fusionnés en Collège Saint-Louis-Maillet.
et finissent par disparaître en 1972, prenant finalement le nom du Centre universitaire Saint-Louis-Maillet et pour finalement devenir l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. La création du département des arts visuels à Moncton permet un retour à l'enseignement des arts à Edmundston. En 1972-73, c'est l'ouverture de l'école secondaire La Polyvalente Cité des Jeunes à Em-sur-Manie. Puis là, on a l'image du drapeau du Madawaska, juste pour aborder un petit peu la question identitaire là, qui se passe à peu près dans les années 60 de l'identité acadienne ou l'identité de la République, la légendaire République du Madawaska. Puis ça commence avec B. Fernand Nadeau, qui est maire à l'époque au Madawaska. Puis c'est tout dans l'espoir de créer une identité pour attirer le tourisme au Madawaska, puis aussi de se distinguer des autres francophones de la province. Puis, on a comme professeurs d'art au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet Georges Vizier et Roland Brocaire, qui sont d'origine belge, qui enseignent notamment le dessin et la peinture. Roland Brocaire avait été invité par M. Vizier pour enseigner la sculpture, mais c'est finalement Yvette Bisson qui donne les cours. Elle occupera ce poste pendant les années 70 jusqu'aux années 2000. Donc, Yvette Bisson est née en 1926 à Montréal. Elle fait ses études de 1942 à 1947 à l'École des beaux-arts de Montréal. Elle a œuvré au Québec pendant les années 50-60. Elle commençait notamment à gagner de la reconnaissance. On la mentionne dans des revues d'art. Elle crée des œuvres d'art public. Son travail est présenté au Musée des beaux-arts de Montréal, Musée du Québec, Musée d'art contemporain de Montréal, pour en nommer quelques-uns. Puis, il faut comprendre que le milieu artistique de l'époque, particulièrement dans le domaine de la sculpture, était difficile pour les femmes de trouver leur place, comme elles étaient peu nombreuses. Donc, pour elles, venir vivre à Edmundston lui permettait des libertés et des possibilités qu'elle n'avait pas au Québec. Puis, bien que il y a différents... Oh, oui. Bien qu'il y ait de différentes écoles de pensée, soit avec les arts classiques et les arts modernes, ça fait des frictions entre professeurs. Donc, Yvette Bisson est connue comme étant une énergie sans pareil. Elle enseignait toute la journée puis produisait souvent la nuit. Donc, les prochains artistes que je vais vous présenter sont des étudiants d'Yvette Bisson. Donc, Luc Charette, qui est né à Edmundston en 1952. Son plus vieux souvenir en termes d'art visuel est le chemin de la croix par Claude Roussel à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs d'Edmundston-Est. Ça, c'est des images de ces œuvres-là. Luc se dit toujours intrigué par les statues puis les sculptures. Il fait l'expérience de sa première exposition d'art à l'âge de 17 ans à la galerie de l'usine Fraser d'Edmundston. La compagnie CIL, qui produit de la peinture industrielle et des produits chimiques, présente une collection d'art contemporain. Il fait aussi connaissance de Roméo Savoie par l'entremise d'une copine. Il se souvient d'avoir visité son studio dans le grenier de sa maison du centre par la fabrication d'objets. Son père, qui est propriétaire d'une pharmacie, disposait de plusieurs displays en carton qui étaient entreposés au sous-sol. Puis il utilisait ces matériaux-là pour créer des choses. Puis il dit qu'il a été en présence aussi des magazines américains qui présentaient des artistes comme Rauschenberg. Puis il trouvait que ces styles-là correspondaient plus à son expérience visuelle. Il fréquente le collège Saint-Louis-Maillet en 9e année. Puis, c'est à l'époque là, où on commence à jumeler les collèges. Donc, oui, il fréquente le collège Saint-Louis, puis on jume le collège Maillet. Alors, il commence à offrir les cours d'art au collège. Puis, c'est Yvette Bisson
qui vient tout juste d'arriver à l'enseignement des cours de sculpture. Donc, Luc étudie une année au Collège Saint-Louis, puis ensuite fréquente le département des arts visuels de Moncton pour apprendre l'estampe. Puis, il reste seulement un semestre. Il trouve que l'expérience est moins dynamique que celle à Edmundston, mais il poursuit ses études ensuite à l'UQAM. Mais l'UQAM tombe en grève, donc il revient à Edmundston pour terminer ses études au Collège Saint-Louis. Donc, au début des années 70, il se souvient d'une exposition à la galerie Le Cavreau, dont on voit l'image présentement, qui a été fondée autour de 1968-70 par Roméo Savoie, Audrey Côté-Saint-Onge et Huguette Desjardins. Cette galerie d'art est située au centre-ville d'Edmundston, dans un sous-sol d'un immeuble près de la ruelle Fred Lévesque. Cette galerie ne survit pas longtemps comme Roméo quitte Edmundston pour entreprendre une carrière en art visuel à Moncton. Cette exposition regroupe le travail de Roméo Savoie. Ça, c'est le souvenir de Luc, là, de l'exposition qu'il avait vue. Oui, le travail de Roméo Savoie, Rino Morin-Rossignol, Jacques Lépetier et toute la gang de Moncton, Francis Coutelier. J'aimerais mentionner qu'André Thériault est un des premiers directeurs à la Galerie Sans Nom à Moncton, puis qui a été chargé de cours à l'Université Moncton, campus de Moncton, puis qui a été directeur quelques années à la Galerie d'art de l'Université Moncton, puis qui est aussi originaire d'Edmundston. Luc Charette, avec ses partenaires de classe, Robert Saucier. Ça, c'est une photo de Roméo Savoie à gauche, dans le temps qu'il était architecte à Edmundston. Donc, oui, Luc, avec ses partenaires de classe, Robert Saucier, qui est au milieu de l'image, et Jacques Martin à gauche, participe en 1973 à une exposition organisée par la province qui présentait le travail des artistes francophones du Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est son souvenir d'une des premières grandes expositions à laquelle il participe. Puis, ils ont aussi présenté en trio leur travail à la Galerie Colline. Puis, ils ont aussi refait une présentation, une exposition 25 ans plus tard. Puis, il expose dans les années 80 avec Jacques Martin, exposition en duo à la Galerie Georges Gauguin de Radio-Canada à Moncton et à la Galerie Restigouche. Puis la Galerie Restigouche, qui est à Moncton, est d'ailleurs gérée par Paul Soucy, qui est originaire d'Edmundston. Donc, Paul Soucy qui pratique notamment les arts visuels par la photographie. Puis, il est très impliqué à l'époque avec le gouvernement fédéral puis Patrimoine Canada. Puis, à l'époque, dans ces années-là, c'est la création des musées. Il y a plusieurs expositions aussi itinérantes qui vont dans les provinces atlantiques, qui vont notamment à Campbellton, mais qui vient aussi à Edmundston. Puis, pendant ces années-là aussi, il y a la rumeur du déménagement de l'institution de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick à la Galerie Restigouche, qui fait un petit peu... qui fait parler, là, mais qui finalement ne déménage pas à Campbellton. À la fin des années 70, les constructions, oui, comme que j'ai mentionné, là, de qu'est-ce qu'allait devenir le musée historique du Madawaska, étaient sur le point de se terminer. Puis avant l'ouverture, Luc Charette a travaillé comme personne, oui, qui fabriquait les présentoirs pour les expositions permanentes. Donc, à l'ouverture en 1900, ça c'est juste une image d'une découpure de l'exposition. Puis là, ici, à gauche, on peut voir Paul Soucy, Luc Charette ici, Robert Saucier, puis Janelle Ouellette. Là, j'ai parti ma page.
Désolée. Donc oui, c'est ça. C'est donc l'ouverture dans les années 80 du musée historique du Madawaska. Puis on cherche un conservateur et c'est Luc Charette qui a été embauché. Puis il a dit qu'il a plutôt travaillé sur le côté de la galerie Colline. Ça ici, c'est l'image du musée comme que c'est aujourd'hui aussi. Là. Ça, c'est une image d'époque. Donc, la Galerie Colline est fondée en 1968 par le professeur Georges Vizier. Elle occupe premièrement un espace dans un corridor au département des sciences, comme les cours d'art est enseigné dans une salle adjacente. Puis, ça change, quand on change la vocation de la chapelle, on cherche à ce que la galerie puisse occuper cet espace et retourner ou être au pavillon Simon Larouche. Puis avec la création du musée, celle-ci va rejoindre l'établissement. Puis avec qu'est-ce qui se passe là avec c'est plutôt la Société historique du Madawaska qui s'occupait du musée, puis comme les gens ou le comité qui s'occupait de la galerie Colline n'étaient pas nécessairement impliqués quand il y a eu le déménagement et donc c'est comme ça que les dirigeants du musée du Madawaska s'occupent en même temps de la galerie Colline. Puis le musée à l'époque appartient au gouvernement provincial. Puis vers la fin des années 80, les musées deviennent la responsabilité des institutions de l'Université de Moncton, dont l'Université de Moncton Campus d'Edmundston. Puis cette transition entre le gouvernement et l'université, le gouvernement offre un financement pour les 10 prochaines années. Puis en 1988, Luc Charette quitte pour Moncton pour prendre la direction de la galerie d'art de l'Université de Moncton en tant que directeur. Donc là, je vais vous présenter Jacques Martin. Donc, assez jeune, on détecte qu'il a un talent puis des possibilités, on l'inscrit à des cours d'art. L'ancienne école de Lyon, près de la Marina, à Edmundston, appartenait à les communautés religieuses, puis c'est là qu'on offrait des cours de dessin et de peinture. Par la suite, il suit des cours avec Claude Picard, à peu près en 1967-68. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des revues avec des images de paysages, puis là, ils apprennent à comment, avec la toile, là, faire le grillage pour reproduire l'œuvre. Puis, Jacques dit se souvenir d'une série d'œuvres qui l'ont marqué. Plutôt, c'est les œuvres de Claude Picard. C'est une série qui est un petit peu dérangeante parce que c'est pas de son visuel habituellement sur les alcooliques. Donc, tout comme Luc Charette, il reçoit sa formation secondaire au Collège Saint-Louis. Il participe au premier cours d'art plastique et ses cours sont, entre autres, enseignés par Georges Vizier. Les cours de céramique et émaux sur cuivre sont offerts par sœur Marie Comeau. Entre 1971 et 1974, il suit les cours d'histoire de l'art et de sculpture avec Yvette Bisson. Ce qu'il remarque, c'est que les discours entre les professeurs, il y avait comme des confrontations de mentalité entre les arts modernes et les arts classiques, ce qui crée des frictions entre les professeurs. Georges Vizier enseignait surtout sous la forme impressionnisme ou à la limite expressionniste, tandis que Yvette Bisson présente l'abstraction et l'art moderne. Certains étudiants prennent position et appuient les démarches de Mme Bisson. Elle présentait des approches semblables aux artistes Henry Moore et Brancusi. C'est nous. Ça, ici, c'est un exemple des exercices là, que Yvette enseignait, comme la fonderie artistique du Nord-Ouest.
Donc, c'était pour cette jeune génération la possibilité d'explorer les nouvelles idées modernisme présentées par Yvette Bisson, bien que cette génération-là était très ouverte et faisait confiance en son approche. Donc, en 1977 et 79, Jacques enseigne le dessin et termine en même temps ses études à l'Université Laval. Donc, Jacques Martin n'était pas le premier choix pour remplacer Yvette au niveau de la sculpture, mais c'est lui tout de même qui a pris la charge. Puis, à l'époque, je ne sais pas les dates précises, mais Yvette Bisson a un accident d'automobile qui fait que ses capacités physiques sont plus les mêmes. Puis, c'est là qu'elle commence à s'intéresser à son projet octantiel, donc les caches couleurs. Elle s'intéresse à la couleur, à élaborer là, plus les expériences avec les étudiants. Puis là, ça, c'est un exemple des installations. Donc, chaque participant était invité à passer à ces journées-là, des pleines journées dans des couleurs. Là. Donc, à droite, on peut voir Rodolphe Caron, qui est étudiant à l'époque, puis qui est dans la cage couleur vert. Donc, par la suite, les étudiants devaient dresser une liste de leur expérience dans ces installations. Puis là, ici, c'est Jacques Martin, accompagné de Brigitte Roy, qui a aussi enseigné la peinture au campus d'Edmundston. Puis ça, c'est un exemple du travail de Jacques Martin en 1984. Puis ici, sans titre 1986. Donc, Robert Saucier, qui, après avoir fréquenté aussi le centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Robert poursuit, lui, ses études à l'UQAM. Puis, c'est lui qui avait été invité par Yvette Bisson pour la remplacer, mais il a préféré poursuivre sa carrière au Québec. Il est d'ailleurs toujours professeur de sculpture et de robotique à l'UQAM. Donc, Léopold Cyr, qui est originaire de Saint-Léonard, il fréquente le collège Saint-Louis à Edmundston et termine son bac en mention en art visuel en 1972. Léopold Cyr dit avoir étudié en même temps que Victorine Dionne, qui enseigne les arts visuels au département des beaux-arts à la Polyvalente. Donc, Léopold Cyr poursuit une carrière plutôt dans l'enseignement des arts, notamment à l'Université du Maine à Presque Isle pendant 14 ans. Étant détenteur d'une maîtrise de NASCAD en enseignement des arts qu'il a obtenu à peu près en 1980. Il détient aussi un doctorat en enseignement des arts de l'Université Columbia à New York. Puis aussi, au début de sa carrière, il enseigne dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick, soit à Grand-Sault ou à Nakawik. Il enseigne aussi à l'Université Columbia, où il supervise les thèses de doctorat. Bien que sa carrière s'est plutôt tournée vers l'enseignement, il a quand même continué sa production en sculpture, particulièrement la sculpture de pierre, le marbre, le granit. Puis, il a exposé là, dans les régions atlantiques aux États-Unis ainsi qu'à la Galerie Colline. Puis, il me dit avoir été grand admirateur de l'œuvre de Marie-Hélène Allain. Donc, pour lui, Marie-Hélène Allain et Yvette Bisson présentent dans leurs œuvres l'abstraction. Ils ont vraiment influencé son choix et sa direction plutôt indépendante. Puis, il fait aussi plusieurs voyages à Paris, à Londres, à New York pour visiter les galeries. Il a aussi été impliqué avec l'Association culturelle du Haut-Saint-Jean, du côté avec Mme Audrey
Côté-Saint-Onge, qui est la présidente à l'époque, et Léo Poissire est le vice-président. Puis, il est sûrement un des rares enseignants d'art à avoir enseigné à tous les niveaux. Il me dit qu'il a enseigné de la maternelle jusqu'au doctorat, que les vendredis, il pouvait être en train de superviser une thèse de doctorat, puis que le lundi matin, il allait enseigner des classes de maternelle. J'ai trouvé que c'était intéressant, quand même, cette variété. Donc, Régent Toussaint, qui se dit avoir été influencé par les peintres comme Roméo Savoie. Puis, il dit que Yvette Bisson l'a influencé la façon qu'elle enseignait, puis aussi Jacques Martin, la façon qui a été présentée vers les arts visuels. Puis, il commence sa formation à l'Université de Moncton, au campus d'Edmundston en philosophie, puis prend des pauses et poursuit à Moncton. Puis il dit aussi avoir été influencé par Jacques Arsenault, puis la façon qu'il y avait une relation avec ses étudiants par rapport aux œuvres, comment est-ce que les critiques avaient été présentées, puis comment est-ce qu'il se sentait poussé là, vers une recherche, puis encouragé. Puis c'est vraiment comme par hasard, là, parce qu'au début, il était en train d'étudier la psychologie, puis c'est quand qu'il a fait une rencontre avec Yvette Bisson, juste à discuter comme ça, je pense que c'était à la cafétéria, là. C'est là qu'il a commencé à suivre les cours d'art le soir, et puis que c'est comme ça qu'il a poursuivi ses études en art visuel. Puis pour lui, c'était essentiel de revenir à Edmundston, particulièrement être proche de l'environnement naturel, les montagnes, surtout de son lieu d'origine qui est le Saint-Joseph de Madawaska. Donc, son environnement intimiste a un impact sur la façon qu'il crée. Puis, c'est vraiment la nature qui nourrit son âme créateur. Puis, il commence à enseigner comme chargé de cours la peinture au début des années 90. Puis, il est toujours d'ailleurs le chargé de cours de peinture. C'est des exemples de son travail. Puis là, ici, c'est quand il finit là, son baccalauréat à l'Université de Moncton, au campus de Moncton. Puis, il est ici. Puis, c'était aussi pour introduire Claude Ria-Pelletier, qui est juste ici. Je n'ai pas eu la chance de m'entretenir avec Mme Pelletier, mais je voulais juste mentionner qu'elle a aussi été... elle a enseigné le dessin à l'UMCE. Puis, bien que sa carrière a été vers le côté de la danse et les arts visuels, elle était aussi la représentante des arts visuels au Conseil des arts. Puis, c'est ça, elle a étudié en même temps que Régent. Donc, Mme Audrey Côté-Saint-Onge, qui est née en 1922. Depuis sa formation d'enseignante des années 40, elle contribue au développement culturel communautaire d'une façon marquante. En 1949, elle était la fondatrice du Festival de musique de Madawaska-Victoria. Dans les années 60, elle a participé à des expositions regroupant des artistes amateurs et professionnels à Rivière-du-Loup. Puis, au début des années 70, elle participe avec l'artiste Roméo Savoie et d'autres à la fondation de la galerie Le Cavreau. Puis, une des premières expositions sont les œuvres de Roméo Savoie, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Puis, c'était aussi possible là, qu'il y avait des lectures de poésie puis d'autres activités là, dans cette galerie. Elle est la fondatrice de l'Association culturelle du Haut-Saint-Jean en 1975-16. Ses activités dans le domaine culturel, c'est là que ça prend beaucoup d'ampleur.
Puis, elle a été très investie tout au long de sa carrière à présenter des œuvres et aussi tout ce qui touche le domaine culturel, soit les spectacles de tout genre, puis de façon très, très active, là, oui, je l'ai mentionné. Elle avait pour objectif de promouvoir les arts de la région, puis d'offrir des expériences professionnelles aux jeunes artistes. Son organisme présentait plusieurs spectacles de musique, de théâtre, de danse, de littérature. Puis, c'était un groupe de femmes fortes qui voulaient changer les choses au niveau culturel. Au cours de ses études et de sa carrière, elle a suivi aussi des cours, des ateliers en art visuel avec Ted Campbell à Fredericton dans les années 40, avec Georges Vizier, une histoire de l'art en art plastique au Collège Saint-Louis dans les années 60, avec Francis Coutelier au cours d'été à Moncton dans les années 60, puis la sculpture avec Yvette Bisson dans les années 80, atelier de peinture avec Molly Lamb Bobak, puis avec Roméo Savoie. Puis maintenant, je vais vous parler de l'expérience de Brigitte Clavette et de Lynne Saint-Onge, qui sont toutes les deux amies d'enfance. Puis, elles grandissent ensemble. Lynne Saint-Onge est la fille de Audrey Côté-Saint-Onge. Donc, je vais commencer avec Brigitte, qui est née à Edmundston et a grandi à Saint-Basile. Pendant son enfance, Brigitte Clavette dit avoir été initiée aux arts et à sa compréhension très tôt grâce à sa rencontre avec Lynne Saint-Onge et Audrey Côté-Saint-Onge. Elle se dit très privilégiée de toujours avoir été entourée de créativité et l'esprit ouvert très jeune. Elle dit que Mme Audrey Côté-Saint-Onge était une femme généreuse. Elle fut la personne clé dans son cheminement, mais aussi dans le cheminement de plusieurs. Elle n'était pas toujours dans l'avant-scène, dans le sens qu'elle ne cherchait pas nécessairement toujours l'attention, mais plutôt à exécuter ses tâches qui étaient de promouvoir les arts de tout genre et de venir en aide aux artistes. C'était une femme impliquée sur plusieurs conseils d'administration à travers l'Association culturelle du Haut-Saint-Jean. Elle venait en aide aux pratiques des artistes en voie de professionnalisation en les finançant. Puis, elle savait comment faire travailler les gens, mobiliser les gens pour qu'il y ait un développement dans le sens du professionnalisme. Puis, elle se souvient de Sœur Raymonde qui présentait des spectacles de danse folklorique, tous les costumes, la musique, quand elle était au collège moyen à Saint-Basile. Donc, Brigitte fréquente la polyvalente Cité des Jeunes. C'est la deuxième année de l'institution. Puis là-bas, il y a les classes d'art avec Victorine Dionne. Puis, à ces débuts-là, on les initie à des techniques et savoir-faire, dont la céramique, il y a un four de céramique dans la classe, il y a les cours de dessin, la peinture, les émaux sur cuivre, la sérigraphie. Puis, les enseignants favorisent et encouragent l'expression de soi par tous les moyens, passant par les arts de la scène, les arts visuels. C'était une période riche. Puis, les enseignants montrent vraiment aux jeunes comment être un artiste au point de vue professionnel, dans le sens de développer une démarche artistique, un CV, dossier d'artiste, offre différentes façons de stimuler la créativité, soit par des moyens artistiques comme la littérature, la musique, la danse, le théâtre. Ils apprennent à comment créer des dépliants pour promouvoir les expositions, comment faire la liste des expositions, comment monter des expositions, peinturer les socles, toute la préparation. Puis, elles acceptent aussi les idées des jeunes. Puis, Brigitte dit que ça lui a donné confiance. Puis, c'était beaucoup intellectuel et très stimulant. Donc, Brigitte fait une année d'études au Collège Saint-Louis.
Puis ensuite de tout ça, a dit que c'était au moment où c'est la dernière année d'études de Luc Charette, Jacques Martin et Robert Saucier. Puis selon Brigitte Clavette, il y a plusieurs choses intéressantes qui se passent au campus à Edmundston, surtout au niveau de la sculpture. Elle part une année au Québec pour ensuite entrer en Ascad à l'hiver 1967. Puis, elle dit qu'elle était inscrite au cours de gravure, puis que c'est comme par hasard qu'elle a besoin de descendre au département de joaillerie pour faire un trou dans une plaque de métal. Puis, c'est comme ça qu'elle découvre là, toute la joaillerie et qu'elle change de majeur. Puis, j'ai demandé à Brigitte qu'est-ce qui était son expérience en tant que femme artiste à l'époque. Puis, elle me dit que peu importe qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience, elle savait qu'elle avait des fondations fortes. Puis, grâce aux femmes du Madawaska, dont Victorine Dionne, Huguette Desjardins, Audrey Côté-Saint-Onge, Marie-Élisa Ferrand et Winifred Dionne, que c'était des femmes fortes qui ont fait qu'elle a toujours eu confiance. Elle savait qu'elle avait, un soutien là, de la région. Puis, il y a aussi à la Polyvalente la galerie d'à côté, qui est une galerie fondée en partie en reconnaissance et au dévouement de Mme Audrey Côté-Saint-Onge. Puis ça, c'est justement encore pour offrir aux étudiants la possibilité d'avoir une expérience là, qui était plus près de la réalité. Donc ça, c'est des exemples d'œuvres de Brigitte Clavette. Lynn Saint-Onge, qui a fait des études en Ascad, puis pour justement la réputation de l'institution qui était reconnue à l'international, puis qui jouait un rôle important. Donc, elle revient au Collège Saint-Louis-Maillet pour les cours de français et de philosophie qui étaient exigés au bac en Ascad à l'époque. Et ensuite, elle fait des cours en art visuel avec Jacques Martin. Elle dit qu'il était très encourageant envers ses étudiants. Il leur offrait beaucoup de liberté, du moins c'était son expérience. Il y a aussi l'organisation d'un voyage à New York. Et puis, Lynn Saint-Onge et Brigitte Clavette présentent aussi des expositions en duo basées sur leurs amitiés, dont une Deux temps qui est présentée en 1978 à la galerie du Nouveau Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton. Puis aussi, elle se souvient d'avoir été impressionnée à l'automne 77 par la présentation d'un groupe de théâtre, du Théâtre Nouveau, qui avait été fondé par Charles Pelletier et de Lucie Albert. Puis ça, c'était une troupe de mime corporel. Puis, elle s'implique avec le Théâtre Nouveau, tout d'abord comme éclairagiste. Puis ensuite de ça, elle fait partie de la troupe. Puis, c'est elle qui fait les affiches avec l'aide de Mme Victorine Dionne là, au département des Beaux-Arts de la Polyvalente avec tout le système de sérigraphie qui est disponible. Puis aussi, elle a collaboré avec Serge Patrice Thibodeau, que lui publiait un premier recueil de poésie, Le Bestiaire de l'assassin. Puis, c'était un projet qui était soutenu par l'Association culturelle du Haut-Saint-Jean en 1982. Puis, le recueil est lancé en 1983 au sous-sol de l'église de Rivière-Verte. Puis, ensuite, en 1989, il collabore encore pour une exposition à la Galerie Colline. Serge Patrice Thibodeau présentait un nouveau texte, l'abécédaire inanimé,
qu'il avait imprimé à la main. Donc, Lynn présentait la cravate de Léonide et autres objets. Donc, ça, c'était vraiment la rencontre entre la langue écrite et la langue visuelle. Puis, dans cette exposition, Lynn Saintonge présente des œuvres qui ont une influence de Marcel Duchamp, avec le ready-made des objets. Puis, il y a vraiment une petite note d'absurdité et de dadaïsme. Puis, c'est ça, c'est un petit peu là, un jeu entre les mots et les images pour attirer l'attention aussi de la façon dont un objet devient un objet d'art ou cette relation-là qui est un petit peu plus conceptuelle. Donc, elle dit que Audrey Côté-Saintonge, avec son expérience, ses longues expériences dans le domaine de l'éducation, faisait qu'il y avait de la facilité pour l'organisation d'événements dans la communauté, puis que cette expérience facilitait la communication des personnes dans le milieu, surtout comme quand venait le temps d'écrire, soit pour du financement, pour justement le développement communautaire. Puis, qu'est-ce qu'elle retient de ces années-là? C'était l'attitude qui avait été transmise, que tout était possible, même dans les petites communautés. Puis que c'était important de garder l'esprit ouvert à l'éducation, aux connaissances, puis au partage des expériences aussi. Puis ça contribue à former un milieu riche en possibilités. Ici, c'est des exemples des œuvres de Lynn Saintonge. Puis ça ici, c'est l'image de droite, là, une partie de l'installation études grecques au centre communautaire Saint-Anne de Fredericton. Donc, Anne-Marie Serrois, qui vient de Saint-Basile, elle dit avoir des souvenirs d'exposition de Claude Picard, puis qu'elle se souvient quand elle était enfant, comment que c'était très impressionnant par son style pictural qui était très réaliste, puis qui naviguait entre la photographie et la peinture. Elle dit que c'est Victorine Dionne qui lui a enseigné les arts, puis que les étudiants allaient voir souvent les expositions à la Galerie Colline, puis elle se souvient d'une exposition qui l'a marquée des professeurs de l'Université de Moncton, soit Scadel Palnick, Claude Roussel, Francis Coutelier. A dit que c'était impressionnant de voir comment ces artistes avaient une démarche engagée dans les arts contemporains à l'époque, puis que les styles se démarquaient bien de ce qu'elle était habituée de voir. Puis, il y a aussi des expositions des étudiants du Collège Saint-Louis qui sont, Collège Saint-Louis-Maillet, qui sont également présentées comme les années 70, que selon elle, c'est des années éclatées. Puis que souvent, Yvette Bisson était là pour expliquer les étudiants, puis initier le dialogue et expliquer la démarche artistique des artistes, des jeunes artistes de l'époque. Puis, que souvent les jeunes de la polyvalente étaient invités là, à ces présentations-là. Anne-Marie Serrois fait son baccalauréat à l'Université de Moncton au campus de Moncton. Pour elle, sortir du nid familial, c'était important là, de poursuivre ses études à Moncton. Puis, dans le temps de ses études, il y a la possibilité, les mercredis après-midi, de pouvoir faire les projections des films avec l'ONF. Puis, c'est là qu'elle commence à s'intéresser aux ateliers d'animation, puis demande avec les professeurs là, de communication graphique si c'était possible d'offrir les
les ateliers d'animation avec l'ONF. Puis, ça semble pas nécessairement bouger de ce côté-là. Donc, elle rejoint l'Office national du film. Puis, l'Office de Moncton l'envoie à l'Office de Montréal qui la renvoie à l'Office de Moncton. Donc, elle dit qu'entre-temps, c'est qu'elle est revenue vivre à Saint-Basile. Puis, à l'époque, quand elle fait ses études, il y a aussi son frère Gérard qui est un petit peu plus vieux qu'elle, que lui a étudié la photographie à Matane. Et puis, ils se retrouvent là, comme ça au département. Puis, ensemble, quand ils reviennent dans la région du Madawaska, ils ouvrent un atelier de céramique. Mais dans ce temps-là, c'est proche de la fin des années 80. Et puis, il y a toute l'économie là, qui était en jeu, là, qui aide pas leur situation. Puis, il n'y avait pas nécessairement une ouverture face à la population du Madawaska pour ce genre d'atelier-là. Fait qu'elle dit que ils avaient été offerts quand ils cherchaient des matériaux là, de céramique par Huguette Desjardins de venir présenter leur travail comme ils venaient de finir leur baccalauréat, de présenter qu'est-ce qui était le travail là, qu'ils ont fait à Moncton. Puis, c'est comme ça, c'est parce qu'elle est revenue au Madawaska. Elle fait connaissance de Rodolphe Caron et de l'organisation La Coop Cinéma Révis. Puis, en parlant avec cette coop, finalement invite Pierre Veilleux de l'ONF de Montréal au mois de décembre pour venir justement offrir pendant une semaine à Edmundston une formation en dessin animé. Puis, c'est en 1985 que le premier film d'animation est présenté et produit dans la région. Puis, par la suite, elle crée aussi d'autres projets qui est préparé là, à Edmundston, puis il y en a d'autres qui sont produits à Moncton par la suite. Puis ici, l'exemple de son travail en sculpture. Puis là, je vais vous parler de Hélène Daigle. C'est ça. Elle dit de ne pas avoir nécessairement de souvenirs d'artiste pendant son enfance, mais qu'il y a Mme Thériault qui était suppléante à l'école primaire, qui présente les arts, mais que c'était seulement quand elle venait faire la suppléance. Hélène Daigle va suivre une formation au cégep de Matane sur un technique d'image. Donc, elle étudie la vidéo, la photographie comme majeure et le cinéma. Ensuite de ça, elle travaille dans un studio de photo à Victoriaville à peu près en 1985 pour 6 mois, pour ensuite revenir au Madawaska, puis de commencer sa propre entreprise de studio photo commercial. Mais c'est aussi par les ateliers de cinéma Révis, qui présentent des ateliers que là, elle commence à développer un intérêt. Puis qu'elle est dirigée vers le cinéma, elle est une personne très impliquée avec la coopérative. Puis elle gagne un concours de cinéaste. Puis ça l'aide pour la réalisation de son premier film, Quand on est vache, qui est un film pour enfants. Donc, oui. Émilie, je veux juste t'interrompre parce qu'on a perdu le visuel sur ta présentation. Je me demande si tu pourrais désactiver le partage d'écran puis le refaire. Oui, je peux faire ça. Excuse-moi pour l'interruption. Ah non, c'est correct. Puis là, est-ce que ça fonctionne? Ça marche, merci. OK. Donc, c'est ça. Elle travaille sur les films de Rodolphe Caron, puis il y a plusieurs projets aussi de films à Moncton. Elle est assistante à la réalisation, régisseur. Elle fait ça pendant à peu près une quinzaine d'années.
Puis, Hélène Daigle s'est toujours impliquée afin de permettre aux jeunes des expériences et des possibilités, puis de découvrir à travers le cinéma, comme avec la création du festival de films pour et par les jeunes. Puis, elle est toujours aujourd'hui une grande éducatrice artistique très impliquée afin de continuer de partager l'engouement avec les enfants. Puis ici, c'est Hélène Pelletier. Hélène Pelletier est née à Grand-Sault en 1954. Elle termine son baccalauréat en 1978. Elle donne par la suite des cours de céramique et de sculpture à Saint-Quentin-Kedgewick pendant l'été de sa graduation. Par la suite, elle déménage au Manitoba. Puis pendant son temps au Manitoba, elle est impliquée au niveau au niveau culturel, dans l'enseignement d'ateliers, divers ateliers. Puis elle revient à Moncton pour une exposition solo en 1987 à la Galerie d'art de l'Université de Moncton, pour ensuite retourner au Manitoba. Puis elle va par la suite aussi s'établir à Vancouver quelque temps, jusqu'à temps qu'elle ait son fils pour revenir à Grand-Sault. Puis elle m'a dit que ça a été peut-être l'interruption là, à sa carrière artistique, le fait de devenir mère, parce qu'elle a dit qu'à un moment donné, quand son fils était devenu un petit peu plus vieux, elle s'est remise à faire de la céramique. Puis qu'une journée, elle faisait ça, puis là, son fils il a dit « Quand est-ce qu'on va manger? » Puis elle a dit « Ah, ça sera pas long, tu sais. » Puis là, elle s'est rendue compte qu'il était rendu tard le soir, puis qu'elle avait perdu notion du temps. Fait que maintenant, elle réside à Sussex, puis elle prévoit retourner à sa pratique artistique à sa retraite. Donc, je vais vous montrer des photos de ses œuvres, là, de céramique qui sont très dans l'humour et qui sont très ludiques, là. Les personnages. Puis, je vais vous lire le communiqué de presse de son exposition en 87, parce que je trouve qu'il y a de l'humour là-dedans, c'est toute l'énergie de l'artiste, puis que ça fait en même temps une belle conclusion là, d'une artiste qui décide de revenir chez elle. Donc, l'exposition est intitulée « Ôte-toi de là, je m'en viens ». Si tu décides un jour de décoller à pleine vitesse sur la grande route des prairies qui te mène chez vous en Acadie, si tu décides en plus de crier aux passants qui te regardent innocemment de s'enlever du chemin, panique pas, worry pas ta brain, t'es pas si folle que ça, parce qu'au fond, c'est bien simple ce qui t'arrive. C'est juste qu'il y a des images de ton enfance qui te fessent en pleine face, puis te call back auprès des gens qui t'ont connu. Ôte-toi de là, je m'en viens. T'es présenté aujourd'hui pour te rappeler d'hier. 13 moments magiques, 13 moments maléfiques d'une petite enfance à Grand-Sault dans une famille de 11 enfants. Quel environnement! On en reste marqué pour la vie. Et on apprend à sourire bêtement. L'humour des œuvres d'Hélène Pelletier est bien connu au Manitoba. Faut-il à ce point avoir un sens d'humour quand on vit sa vie d'artiste depuis 10 ans au Manitoba et qu'on est de grosses sources acadiennes et qu'il faut importer son homard frais, sa schooner, puis écouter le ronflement paisible de la mer sur une bande d'effets sonores? Non. Il faut juste reconnaître simplement que l'humour, comme la sensibilité, se développe dans le cœur d'un artiste. Et le cœur d'un artiste, lui, palpite le pouls de son premier environnement. La famille de l'artiste que l'on nomme Pelletier, la place de l'artiste que l'on nomme l'Acadie. Ôte-toi de là, je m'en viens. C'est une grande reconnaissance affective d'Hélène Pelletier de son enfance en Acadie. C'est aussi une affirmation bien personnelle qu'on n'oublie jamais son cœur, peu importe où la vie nous mène. Alors, ceci conclut ma présentation. Donc, merci beaucoup. Merci, Émilie.
On est vraiment plusieurs personnes autour de la présentation, puis j'ai pas beaucoup d'expérience à gérer des conversations en groupe comme ça, à 38. Mais je vous inviterais donc, si vous savez vous en servir, de poser vos questions par l'entremise de la fonction conversation ou la fonction chat, qui est comme une petite bulle en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer là-dessus, puis ça vous donne l'option de pouvoir écrire une question. Sinon, vous pourriez aussi lever la main dans la fonction réaction. Il y a une petite main. Si vous levez la main, à ce moment-là, peut-être que je vous verrai, puis peut-être que je pourrais vous offrir la parole avec votre micro. Mais le plus facile, ce serait qu'on pose les questions par l'entremise du chat. Un ou l'autre convient selon votre niveau de confort avec l'utilisation de Teams. À date, j'ai beaucoup de bravo, de merci Émilie, de merci, bravo. C'est vraiment très le fun là, que vous soyez si enthousiasmée. Je te félicite Émilie, c'était vraiment super intéressant. Je vérifie voir s'il y a des gens qui lèvent la main. John Leroux a levé la main. Donc, John, tu peux allumer ton micro puis poser ta question? OK, merci. Excellent, Emily. Bonjour, salut, c'était très bien et très intéressant aussi. Je me demande, tu as mentionné l'œuvre de Roméo Savoie un peu, mais comme ça, je suis un historien de l'architecture et son carrière d'architecte est extrêmement avancée pour toute la province du Nouveau-Brunswick et ses œuvres à Edmundston sont vraiment incroyables et ils ne sont vraiment pas remarqués du tout pour son carrière. Je dis toujours que je pense que Roméo est un excellent artiste. Il était encore un meilleur architecte. Et je demande que si ça fait peut-être une partie de ta recherche ou peut-être dans le futur. Parce que pour moi, les architectes sont... Lui, c'était un artiste architectural aussi. Oui, merci pour ta question. Je suis bien consciente là, de la carrière architecturale de Roméo Savoie, bien que là, ma recherche est plus concentrée sur les arts visuels, mais ça sera quelque chose là, que je vais continuer. Donc, sûrement de toute façon que j'aurai la chance de te parler par rapport à ça. Là. Mais oui, c'est un bon point d'aborder ça parce que sûrement qu'il n'y avait pas beaucoup d'architectes non plus à l'époque. Donc, ouais. Je sais pas si ça répond à la question là ou que. C'est sûrement un aspect pour le futur, mais. Oui. Je sais qu'il a donné tous ses dessins aux archives et c'est vraiment comme. C'est des documents incroyables, leur beauté. Comme il était publié partout dans le Canada durant les années 50 et 60, c'était vraiment quelque chose qui n'est pas reconnu et ça devrait être. Alors, bon, merci. Merci. Excusez-moi, je ne vois pas d'autres mains de levée. Est-ce que possiblement Maurice Basque aurait voulu poser une question? Est-ce qu'il est toujours avec nous? Si oui, tu peux y aller, Maurice. Donc, non, peut-être pas. Je suis désolée, j'avais dit que j'allais arrêter l'enregistrement. Je ne l'ai pas fait. Je le fais tout de suite.